Personne ne te prépare à l'inconfort que c'est d'entendre ta propre voix lorsque le bruit s'éteint. Beaucoup s'effraient devant le vide de leur propre compagnie, comme si l'absence de témoins rendait moins réel ce qu'ils ressentent ou pensent. Mais cet inconfort, ce poids initial d'être seul, est le seuil de la véritable force. Il y a une vérité que peu admettent. S'accrocher à la compagnie constante est plus facile que de faire face à ses fractures internes. Nous vivons entourés de stimuli, d'attentes extérieures, de la pression de s'intégrer et de plaire, et avec chaque distraction, notre capacité à nous tenir debout par nous-mêmes s'affaiblit un peu plus. Le silence et la solitude, loin d'être des condamnations, sont le terrain d'entraînement où se forge le caractère. Marc Aurèle le savait. L'homme cherche à se retirer, mais le meilleur retrait est en lui-même. Si tu veux vraiment avancer, tu dois d'abord supporter le coup psychologique d'être seul avec toi-même et cesser de négocier ta liberté pour l'approbation des autres. N'attends ni compréhension, ni reconnaissance immédiate. Le chemin solitaire est exigeant, mais aussi brutalement honnête. Tu n'as pas besoin de spectateurs pour valider tes efforts. L'autosuffisance, la discipline et la clarté ne fleurissent pas dans la foule, mais dans les espaces où personne ne t'observe et où toute excuse s'effondre sous son propre poids. Être seul n'est pas une punition, c'est l'opportunité la plus réelle que tu auras pour découvrir de quoi tu es fait. 1. Fais du silence ta force intérieure. Le silence n'est pas un luxe, c'est une épreuve. Personne ne veut y faire face car il dénude tout ce que tu essaies de cacher, tes doutes, tes contradictions, cette voix que tu essaies de faire taire en remplissant ta vie de bruit et de distractions. Mais voici la vérité que tu n'aimes pas admettre. Tant que tu fuiras le silence, tu dépendras de l'approbation des autres comme un accro qui supplie pour sa prochaine dose. Penses-tu vraiment que la croissance personnelle viendra entourée d'applaudissements et de compagnie constante ? C'est une fantaisie confortable, une excuse pour éviter le travail acharné. Le silence est inconfortable, car il t'oblige à te retrouver avec toi-même, sans filtre, sans masque, sans prétexte. C'est dans ce vide que se révèle ce que tu es, et ce que tu n'es pas encore. Celui qui ne supporte pas le silence n'aura jamais la force suffisante pour résister à la pression, à la critique et au rejet. Regarde-le en face. Chaque fois que tu cherches à remplir ton agenda juste pour ne pas rester seul avec tes pensées, c'est une autre occasion manquée de construire une véritable force. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens valorisaient tant la solitude. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Comment vas-tu dominer quoi que ce soit si tu ne peux même pas rester assis en silence pendant 1 heure sans te sentir mal à l'aise, anxieux ou vide ? Le silence est le terrain d'entraînement de ton caractère. C'est l'épreuve de résistance qui sépare ceux qui font du bruit de ceux qui laissent une empreinte. Il n'y a pas de raccourcis ici, il n'y a pas de validations externes qui comptent. Si tu as besoin qu'on t'encourage toutes les 5 minutes, si tu dépends de la conversation des autres pour te sentir vivant, alors tu es esclave de l'opinion publique, pas maître de ton destin. Utilise le silence comme un outil, pas comme une punition. Le silence t'expose, oui, mais il te permet aussi de voir les fractures de ton caractère, les dettes émotionnelles que tu traînes depuis des années, les décisions remises à plus tard qui pèsent de plus en plus. Il ne s'agit pas de devenir un ermite, mais d'apprendre à te tenir debout lorsque tout le monde disparaît. Car la vie, tôt ou tard, te laissera seul. Et à ce moment-là, il ne reste que 2 options. Tu t'effondres ou tu t'affirmes. Le silence est l'investissement le plus difficile et le plus rentable que tu puisses faire en toi-même. C'est l'espace où la discipline s'entraîne, où la volonté cesse d'être un joli mot pour devenir un muscle réel, tangible. La plupart des gens cherchent des voies extérieures parce qu'ils ne supportent pas la leur. Ils se remplissent de bruit pour ne pas entendre les avertissements internes, les signaux que quelque chose ne va pas, qu'ils ont hypothéqué leur liberté pour un peu de confort et de compagnie superficielle. Ne commets pas cette erreur. Apprends à habiter le silence.
Utilise ces moments pour examiner tes motivations, pour remettre en question tes propres excuses, pour décider une fois pour toutes qui tu veux être quand personne ne te regarde. Le silence est brutalement honnête. Il ne te félicite pas, il ne te console pas, il ne te ment pas. Mais si tu es capable de le supporter, de l'utiliser comme force intérieure, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de demander la permission d'avancer. Les stoïciens ont compris que la véritable indépendance commence lorsque tu cesses de craindre le silence. Tu n'as pas besoin de plus de conseils, de plus de bruit, de plus de distractions. Tu as besoin de courage pour rester immobile et écouter ce qu'il y a vraiment en toi. Celui qui maîtrise le silence maîtrise sa vie. Le reste n'est que façade. 2. Décide ton propre rythme sans dépendre des autres. Parfois, je me surprends à regarder l'horloge juste pour vérifier si je suis en retard. C'est absurde, mais je le fais quand même. Il y a une impulsion silencieuse, presque automatique, qui me pousse à comparer ma vitesse à celle des autres, le rythme auquel les autres avancent, les objectifs qu'ils franchissent avant moi, la quantité de choses qu'ils publient, le bruit qu'ils font. C'est comme si ma valeur dépendait de courir au même pas, même si au fond de moi, je sens que je me désassemble chaque fois que j'essaie de suivre leur rythme. C'est inconfortable de l'admettre, mais la pression de ne pas vouloir sembler lent face au monde m'a conduit à prendre des décisions dont je n'avais pas besoin, à dire oui quand je voulais dire non, et à porter un poids qui n'était même pas le mien. Le corps le ressent d'abord, cette tension dans la mâchoire, les doigts qui tambourinent sur la table, le dos raide après une journée à poursuivre des attentes extérieures. Parfois, le seul son est celui de ma respiration accélérée, comme si l'anxiété avait besoin de me rappeler que je ne m'appartiens pas encore. Observer les autres avancer peut être inspirant ou peut être du poison, selon comment tu le regardes. Le problème n'est pas le monde qui se déplace à son propre rythme, mais le piège de sentir que tu dois danser sur la même musique, même si cela ne te plaît pas. Quand tu marches parmi des foules, tu remarques comment les gens ajustent leur vitesse au groupe. L'un accélère, tout le monde accélère, l'un s'arrête, tout le monde l'esquive. Peu de choses sont aussi difficiles que de maintenir ton pas quand tout indique que tu devrais te dépêcher ou t'arrêter. Mais c'est la différence entre un imitateur et quelqu'un qui est prêt à construire son propre chemin. La vraie vie n'apporte pas de signaux lumineux ni de chronomètre pour marquer le bon avancement. Elle exige que tu décides quand appuyer, quand attendre, quand changer de direction, même si personne n'applaudit. Et ce discernement, cette capacité à dire « c'est mon rythme et je le maintiens même si cela dérange les autres », se cultive les jours où tu choisis de ne pas courir juste parce que tout le monde court. Il ne s'agit pas de se rebeller par principe, ni de rejeter toute influence externe. Il s'agit de ne pas hypothéquer ta paix mentale pour le rythme des autres. Marc Aurèle écrivait dans ses journaux sur l'importance de ne pas se troubler par ce que font ou ne font pas les autres. Et il le disait parce que le bruit extérieur ne disparaît jamais complètement. Il y aura toujours quelqu'un qui avance plus vite, quelqu'un qui semble avoir tout résolu, quelqu'un qui te fait sentir que tu es en retard. Mais si tu n'apprends pas à marquer ton propre rythme, tu deviens l'otage d'un scénario que tu n'as pas écrit. L'épuisement ne vient pas seulement du travail, il vient de l'auto-exigence inutile, de la peur de décevoir des attentes que tu ne partages même pas. Le résultat est une fatigue silencieuse, une sensation de dette qui ne se paie jamais parce qu'il y a toujours une nouvelle course à courir. La solitude choisie est le laboratoire où tu découvres ta cadence authentique. Imagine-toi marchant seul sur une avenue vide à l'aube, sans montre, sans téléphone, sans personne n'attendant rien de toi. La tranquillité pèse différemment, l'air se sent plus dense et les pensées émergent sans filtre. Là, dans cet espace, tu peux te demander avec honnêteté « Avançai-je parce que je le veux ou parce que j'ai peur de rester seul ?» C'est dans ce silence que se révèle la vérité inconfortable. Suivre le pas des autres est facile. Décider du tien est un acte de courage. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne va te donner ce contrôle intérieur.
Les grands accomplissements ne naissent pas de la précipitation, mais de la constance. Maîtriser ton temps, c'est maîtriser ta vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour ton propre processus. Certaines personnes ne trouvent leur grandeur que lorsqu'elles cessent de regarder sur les côtés et commencent à écouter le pouls intérieur qui leur indique quand avancer et quand s'arrêter. C'est la véritable indépendance, avoir la force de décider de ta vitesse sans demander la permission, sans chercher de validation, sans peur de rester en arrière. Que ton avancée ne dépende pas des applaudissements ni du jugement, mais de ce que tu sais être nécessaire pour toi. Le rythme propre est un privilège qui se gagne avec discipline et honnêteté. Un pas ferme vaut plus que 100 courses vides. 3. Cultive la discipline loin des distractions. Lever le téléphone par habitude, ouvrir un réseau social sans réfléchir, laisser la télévision parler toute seule dans le salon pendant que tu fais semblant de te reposer. Il y a un schéma invisible dans tout cela. L'impulsion de chercher des distractions juste pour ne pas faire face à l'inconfort d'être avec soi-même, sans stimuli, sans récompense immédiate. L'esprit résiste au calme, parce qu'il sait que, dans cet espace, les manques de discipline deviennent évidents. Ce qui est facile, c'est de diluer les jours dans de petites évasions, de sauter d'une notification à l'autre, de remettre à plus tard ce qui est important, tout en te convainquant que tu es juste en train de te reposer. Mais au fond, tu le sais, chaque distraction que tu choisis est un abandon silencieux de ta propre force. Le confort est addictif, et la discipline demande toujours un prix plus élevé. Il faut reconnaître ce mécanisme interne, la tendance automatique à adoucir toute tâche exigeante avec des pauses inutiles, à justifier chaque minute improductive avec des excuses raisonnables. Il y a une voix qui te dit que tu pourrais commencer demain, que ce n'est pas grave si aujourd'hui tu cèdes un peu. Mais cette voix est experte en sabotage. Elle sait que la véritable difficulté n'est pas de commencer une tâche, mais de la maintenir quand personne ne te regarde. Le muscle de la discipline ne se renforce pas entouré de compliments ni sous la surveillance constante des autres. Il se construit dans cet espace où toi seul es témoin de tes décisions, où chaque petit effort compte ou diminue le bilan de ton caractère. Le véritable défi est de s'engager dans ce qui est nécessaire quand les distractions t'invitent à abandonner. Parfois, cela ressemble à porter un poids inutile, comme si l'exigence de la discipline était un fardeau imposé de l'extérieur. Mais la réalité est différente. La discipline qui n'est pas pratiquée dans la solitude s'effondre dès que la pression externe disparaît. Il est facile d'être constant quand quelqu'un attend des résultats, quand la reconnaissance ou la punition dépendent de l'effort. Ce qui est difficile, c'est de persister quand personne ne regarde, quand la seule récompense est de savoir que tu n'as pas trahi ton propre processus. Ici apparaît le conflit. Es-tu discipliné parce que tu veux avancer ou juste pour éviter le jugement des autres? C'est la question inconfortable qui ne se répond pas par des mots, mais par des actes répétés dans l'intimité de ta routine. Le stoïcisme ne promet pas de formule rapide, ni de motivation perpétuelle. Il enseigne l'importance d'établir des rituels personnels, de créer des habitudes qui ne dépendent ni de l'état émotionnel, ni de la présence d'autrui. Marc Aurèle a écrit que l'esprit qui se maîtrise est invulnérable au chaos extérieur. Mais cette maîtrise n'émerge que lorsque tu décides de protéger ton temps comme quelque chose de sacré. Lorsque tu comprends que chaque minute consacrée à la distraction est une dette envers ta propre volonté. La discipline est un investissement à long terme qui reçoit rarement des applaudissements. Mais celui qui la cultive en silence, loin de la tentation de l'immédiateté, finit par acquérir un pouvoir réel. La capacité de faire ce qui doit être fait, même quand personne ne l'exige. La différence entre celui qui avance et celui qui stagne se trouve souvent dans ces moments imperceptibles où tu choisis de travailler pendant que les autres se dispersent, dans les jours gris où tu préfères accomplir plutôt que de te laisser aller à l'apathie. Personne ne voit cette bataille quotidienne, mais le résultat se reflète tôt ou tard dans la qualité de tes réalisations et dans la solidité de ton caractère.
Si tu cherches une discipline authentique, commence par fermer les portes à la distraction la plus accessible, par choisir le focus, même si cela coûte, par être le gardien de ton propre processus. L'autodiscipline n'est pas une vertu héritée, c'est une loyauté quotidienne envers ce qui compte vraiment. Sans témoin, sans applaudissements, sans excuses. Parce qu'au fond, seule la constance dans la solitude te libère de la dépendance et te permet de façonner la vie que tu souhaites. Choisis ton inconfort, celui de la discipline ou celui du regret. Personne ne va construire ton caractère à ta place. 4. Apprends à te soutenir émotionnellement seul. Te soutenir émotionnellement seul, c'est comme apprendre à marcher sur un pont sans rambarde. Chaque pas révèle combien tu fais confiance à ton propre équilibre. Il ne s'agit pas d'éliminer la possibilité de tomber, mais d'accepter que le vertige fait partie du processus. Lorsque tu dépends des autres pour te soutenir, tu remets le contrôle de ta stabilité à des facteurs que tu ne maîtriseras jamais complètement. L'autosuffisance émotionnelle n'est pas une armure impénétrable, mais la capacité de reconnaître tes émotions, de comprendre d'où elles viennent et de décider comment y répondre sans chercher des béquilles externes. Si chaque fois que l'inconfort se manifeste, tu recours à des messages, des distractions ou des validations rapides, tu renforces seulement l'idée que tu ne peux pas porter ton propre poids intérieur. Ici, la cause est claire. L'habitude de déléguer la responsabilité affective, d'attendre que quelqu'un d'autre te sorte du trou, de penser que le soulagement ne vient que de l'extérieur. Ce mécanisme, bien qu'il semble inoffensif, est un piège. Il te rend fragile, te laisse à la dérive chaque fois que la compagnie s'évapore ou que le soutien n'arrive pas à temps. La conséquence directe de ne pas apprendre à te soutenir seul est l'instabilité permanente. C'est passer d'un haut à un bas, dépendant de la présence, de l'humeur ou des paroles des autres pour remonter le moral. Il suffit que l'environnement échoue pour que le sol émotionnel s'effondre. Tout objectif, toute discipline, toute aspiration devient vulnérable si tu n'as pas la capacité de réguler tes états internes sans dépendre de qui tu as près de toi ou de la quantité de stimuli que tu consommes. C'est comme construire une maison sur un terrain meuble. Tout tremblement la fait vaciller. C'est pourquoi les stoïciens recommandaient d'examiner tes émotions comme si tu disséquais le mécanisme d'une montre, décomposer la réaction, observer la cause, identifier l'interprétation qui la soutient. Ce n'est pas une question de froideur ni de répression de ce que tu ressens, mais d'accepter que chaque émotion apporte un message et une responsabilité. Le dialogue intérieur remplace la recherche compulsive de réconfort externe. La question cesse d'être « qui m'aide à sortir de cela ?» et devient « que puis-je faire avec ce que je ressens ?» La décision stratégique est évidente. Investir dans ton propre équilibre au lieu de chercher que les autres le maintiennent pour toi. Cela signifie créer des systèmes personnels pour gérer tes réactions, concevoir des routines qui te permettent d'observer comment tes états mentaux changent au cours de la journée, et ne pas fuir les moments de vide ou de tristesse, mais les explorer sans panique. Prends le temps d'analyser l'origine de ton malaise, d'enregistrer des schémas, de comprendre quand et pourquoi l'anxiété ou le découragement surgissent. C'est inconfortable, mais c'est là que se forge la véritable force émotionnelle. Lorsque tu es capable de rester dans ton inconfort sans chercher une anesthésie immédiate. Te soutenir seul n'est pas synonyme d'isolement ni de dureté émotionnelle. C'est savoir que, quoi qu'il arrive autour de toi, tu as des ressources internes pour supporter la pression, l'incertitude ou la douleur sans t'effondrer, ni chercher un refuge instantané chez les autres. C'est la base de la résilience réelle. Savoir traverser le malaise, identifier le moment où tu as besoin d'agir et le moment où tu dois simplement supporter le poids jusqu'à ce que la tempête intérieure passe. L'indépendance émotionnelle ne se construit pas dans la théorie. Elle s'entraîne dans les jours où personne ne répond à tes messages, quand la solitude devient plus dense et que les doutes semblent se multiplier.
C'est là que tu décides si tu te plonges dans la plainte ou si tu utilises le silence pour ajuster tes propres fondations. Le danger de ne pas le pratiquer est de rester à la merci de la volatilité de l'environnement, de la déception constante, de la sensation de vide qu'aucune relation, aussi profonde soit-elle, ne peut combler. Te soutenir émotionnellement seul est, au fond, l'acte de plus grand respect envers toi-même. Tu n'as pas besoin que les autres valident ton processus, ni qu'ils te sauvent à chaque faux pas. L'autosuffisance n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Personne ne peut ressentir à ta place, personne ne peut porter ton propre poids intérieur. Le caractère se mesure dans les moments où il n'y a pas de témoin. Si tu cherches la stabilité, commence par la construire de l'intérieur. C'est la seule force qui ne s'effondre pas lorsque tout le monde s'en va. 5. Transformer l'isolement en connaissance de soi profonde. Personne ne veut accepter cela. L'isolement n'est pas une condamnation. C'est un miroir que vous ne pouvez ni briser ni couvrir. Celui qui fuit l'isolement fuit lui-même. Et cette évasion a un prix très élevé. Elle se paie par l'ignorance de vos propres limites, par une dépendance émotionnelle déguisée en sociabilité, par l'incapacité de répondre honnêtement à la question fondamentale de toute vie qui en vaut la peine. Qui es-tu quand personne ne te regarde ni ne te demande rien? Beaucoup se sentent à l'aise à pointer vers l'extérieur les raisons de leur stagnation. Peu ont le courage de rester seuls, le temps nécessaire pour découvrir que la racine de leur insatisfaction se trouve à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est ici que la plupart échouent. Au lieu de supporter le poids de la solitude, ils cherchent une anesthésie rapide dans la validation, les distractions, le bruit social. Il n'y a pas de connaissance de soi possible si votre premier réflexe est de fuir vous-même chaque fois que l'inconfort se présente. C'est inconfortable, oui, mais c'est nécessaire. Transformer l'isolement en connaissance de soi profonde exige discipline et une brutalité d'honnêteté envers soi-même, quelque chose que peu sont prêts à pratiquer. L'isolement vous expose à la vérité brute de vos pensées, de vos motivations et de vos peurs non résolues. Ne vous trompez pas. Tant que vous continuez à utiliser le contact constant avec les autres comme un bouclier, vous ne saurez jamais où se terminent vos désirs et où commencent les attentes des autres que vous avez adoptés sans vous en rendre compte. Ici, il n'y a pas de place pour des masques qui vous protègent, ni pour des histoires que vous vous racontez pour justifier votre manque d'avancement. Ce que vous trouvez dans l'isolement peut vous déranger, voire vous effrayer, mais c'est le seul moyen d'identifier les schémas mentaux qui gouvernent réellement votre comportement. La superficialité s'effondre d'elle-même quand personne ne vous regarde. Et ce poids, cette fatigue que vous ressentez à la fin des journées vient souvent non pas du travail ni du manque de reconnaissance, mais de la dette accumulée par ne jamais vous affronter sérieusement. Le stoïcisme ne vous invite pas à idolâtrer l'isolement ni à rejeter le monde, mais il exige que vous utilisiez la solitude comme un outil de diagnostic et de transformation. Ce n'est pas un hasard si Marc Aurèle écrivait ses réflexions les plus lucides lors des nuits solitaires de campagne, ni si Épictète parlait de la liberté intérieure comme du seul bien qui ne peut être arraché. La solitude forcée vous brise si vous n'avez pas entraîné votre esprit à supporter le poids de vos propres questions. La solitude choisie, en revanche, vous permet de prendre le contrôle et de décider quelle partie de vous mérite d'être renforcée et laquelle doit tomber. La plupart choisissent la compagnie pour éviter ce processus, mais ce choix, répété à chaque petit moment, est un renoncement silencieux à sa propre grandeur. Seul celui qui ose rester seul, sans l'anesthésie de l'approbation ni le bruit de l'environnement, finit par savoir vraiment où il doit travailler, ce qu'il doit guérir, ce qu'il doit abandonner. Ne vous méprenez pas. L'isolement n'est pas absence de vie. C'est l'espace où tout ce qui est secondaire s'efface et l'essentiel se révèle. C'est le laboratoire où l'on analyse les réactions, où l'on identifie les automatismes et où l'on décide, avec une brutalité claire, quel type de personne vous voulez construire. Si vous ne supportez pas le silence,
Si vous ne pouvez pas être avec vous-même sans chercher une issue, ce qui vous manque n'est pas la compagnie, c'est le caractère. Celui qui ne se connaît pas délègue son destin. Celui qui n'explore pas ses mécanismes internes répète toujours les mêmes erreurs. La connaissance de soi profonde ne s'acquiert pas en lisant des phrases motivantes ni en accumulant des expériences superficielles. Elle se forge dans l'inconfort des longues journées et des nuits silencieuses, où chaque pensée devient un indice et chaque émotion un signal que vous ne pouvez ignorer. Vous n'avez pas le droit d'exiger de la clarté si vous ne vous êtes jamais donné le temps de la chercher dans la solitude. L'isolement n'est pas votre ennemi, c'est le terrain le plus fertile pour découvrir la vérité inconfortable de qui vous êtes et jusqu'où vous pouvez aller. Si vous fuyez cet espace, vous vous condamnez à vivre avec la version la plus faible et superficielle de vous-même. Prenez la responsabilité de votre processus. Restez seul le temps nécessaire, affrontez ce qui surgit et transformez-le en votre plus grand atout. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent toujours au même endroit se trouve là. Certains transforment l'isolement en connaissance de soi, les autres l'utilisent simplement comme excuse pour s'éviter. Ne soyez pas un de plus. Cultivez l'habitude de vous regarder sans filtre, d'analyser vos motivations, de confronter vos auto-illusions. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez construire une vie qui vous appartienne vraiment. Le confort ne vous rendra pas libre. La connaissance de soi, oui. 6. Renonce à la commodité pour une véritable croissance. Grandir vraiment signifie perdre le confort que tu valorises le plus. Il n'y a aucun moyen de l'éviter, ni de l'adoucir. Si tu veux avancer, tu devras sacrifier ce qui te garde tiède à l'intérieur. Observe une scène quotidienne, la maison silencieuse à la tombée de la nuit, la lumière filtrant à peine à travers les rideaux, le canapé t'attendant avec sa promesse de repos facile. Le téléphone vibre sur la table, le réfrigérateur émet son bourdonnement constant, tout semble conçu pour t'offrir refuge, pour te faire sentir en sécurité et distrait. Mais juste là, dans ce décor si familier, se cache le plus grand obstacle à ton progrès. Le désir que la transformation se produise sans inconfort, sans véritable renoncement, sans payer le prix de laisser ce qui te semble agréable, mais inutile. La commodité est collante, elle s'accroche à tes gestes, aux routines que tu répètes chaque jour sans remettre en question. Lorsque tu choisis le facile, tu remets à plus tard la version forte de toi-même. Personne ne se forge dans le plaisir continu. Le caractère se renforce sous pression, dans les matins où tu te lèves avant les autres, ou dans les soirées où tu choisis le travail silencieux pendant que d'autres se reposent. C'est là que se mesure si tu as ce qu'il faut pour grandir ou juste pour survivre. Visualise l'instant exact où tu décides de ne pas sortir t'entraîner, de ne pas écrire une page de plus, de ne pas t'asseoir pour revoir tes objectifs, parce que, aujourd'hui, tu n'en as pas envie. C'est à ce moment-là que tu perds du terrain. La renonciation à la commodité n'est pas un slogan vide, c'est une pratique qui se ressent dans tes mains, dans les jointures serrées de celui qui continue malgré tout, dans le dos droit quand tout invite à s'affaisser, dans le regard fixé sur un objectif que la plupart abandonneraient. Le corps ressent le prix de l'effort, le pouls accéléré, la sueur froide, la fatigue s'accumulant dans les muscles. Mais là, juste là, apparaissent les premiers signes de transformation. Chaque fois que tu choisis le chemin inconfortable, même pour quelques minutes de plus, tu construis une réserve de confiance que personne ne peut te donner. Le confortable te caresse, l'inconfort te renforce. La commodité est une cage avec des barreaux invisibles. Grabe-toi cette phrase, car rien ne te prive de tant de potentiel que l'habitude d'éviter le sacrifice. La culture te vend le mythe que tu peux grandir sans sacrifier quoi que ce soit d'essentiel, qu'il suffit de le désirer ou de le visualiser fortement pour que la vie change. C'est un mensonge élégant qui te maintient immobile. Si tu observes bien, ceux qui avancent le plus sont ceux qui se mettent mal à l'aise chaque jour, celui qui quitte le lit avant l'aube quand le corps demande 5 minutes de plus.
celle qui éteint l'écran même si tout le monde continue à regarder, celui qui refuse l'invitation facile parce qu'il sait qu'il y a un devoir personnel qui pèse plus. La renonciation n'est pas la négation du plaisir, c'est un report intelligent. C'est comprendre que la valeur de ce que tu veux ne se mesure que par le prix que tu paies pour l'obtenir. Il n'y a pas de caractère sans privation, pas de clarté sans s'abstenir du superflu. Chaque décision inconfortable est un investissement silencieux dans la version de toi qui n'existe pas encore. Les stoïciens ne prêchaient pas la souffrance vide, mais le choix conscient de ce qui renforce même si cela dérange. La véritable croissance ne se produit jamais dans la zone de confort. Elle se forge le jour où tu choisis l'effort, quand tu pourrais céder, dans l'après-midi où tu restes à résoudre ce qui est difficile pendant que d'autres cherchent une distraction. Regarde-toi avec honnêteté. Tes avancées les plus solides n'ont jamais été le fruit de la facilité, mais des moments où tu as préféré perdre un peu de confort pour gagner le contrôle sur toi-même. Le sacrifice n'est pas un malheur, c'est le signe que tu sais clairement ce que tu veux construire. Seul celui qui apprend à renoncer à la commodité pour une véritable croissance finit par laisser une empreinte. Le reste ne fait que décorer sa vie avec des excuses. L'inconfort est la porte que personne ne veut franchir, mais c'est la seule qui mène à la liberté intérieure. 7. Inspire par l'exemple, pas par la foule. Parfois, je reconnais en moi une résistance inconfortable à me démarquer par mes actions lorsque personne ne les regarde. Il y a une tension interne, presque imperceptible, qui me pousse à adoucir mes efforts s'il n'y a pas de témoin à proximité. Comme si la valeur de ce que je fais n'existait que lorsque d'autres peuvent le valider ou l'applaudir. C'est un piège mental que je connais bien. Une partie de moi veut croire que l'exemple a besoin d'un public, que cela ne compte que si quelqu'un prend note ou si ma conduite se traduit par une reconnaissance immédiate. Mais au fond, je sais que cette logique est une dette à laquelle tu devras toujours des intérêts. Parce que si ta motivation naît de la foule, tu deviens prisonnier de son attention et cela te rend plus faible que tu ne l'imagines. Le véritable conflit commence lorsque tu découvres qu'inspirer par l'exemple implique de renoncer à la fantaisie de l'influence massive et d'accepter le chemin beaucoup plus inconfortable de la cohérence invisible. Il n'est pas facile de se maintenir lorsque tout dans la culture te pousse à chercher des suiveurs, à multiplier les réactions, à mesurer ton impact en chiffres et non en intégrité. Tu sens que si tes efforts ne résonnent pas, alors peut-être qu'ils n'ont pas tant de valeur. Et c'est là que l'insécurité s'infiltre. À quoi bon faire ce qui est juste si personne ne le voit? Mais cette question naît précisément de la peur de l'insignifiance, cette peur enfantine de passer inaperçu, de ne pas laisser une empreinte suffisante. Cependant, si tu examines honnêtement ce mécanisme, tu te rends compte qu'inspirer vraiment n'a jamais été une question de foule, mais de cohérence interne. La force d'un véritable exemple est qu'il ne s'ajuste pas au regard des autres. Il se maintient seul, même lorsque la salle est vide. La foule est toujours volatile, elle t'offre son approbation aujourd'hui et te la refuse demain. L'exemple silencieux, en revanche, laisse une marque parce qu'il ne dépend pas de l'acceptation externe, mais de la conviction avec laquelle il se maintient au quotidien. C'est ici que la solitude devient une alliée. Sans le filtre du public, chaque acte doit être délibéré, non accidentel. Personne ne te surveille, personne n'attend rien de toi. Donc la seule validation possible est celle qui découle du fait que tu es resté fidèle à tes principes, même si personne ne le remarquait. C'est plus difficile, cela pèse plus, et c'est pourquoi cela vaut infiniment plus. Parce qu'inspiré par l'exemple dans la solitude est le plus dur des entraînements. Cela t'oblige à te maintenir à ton niveau, même si personne ne l'exige, à ne pas baisser la garde lorsque les caméras s'éteignent et que la foule se disperse. C'est la différence entre le leader authentique et celui qui ne fonctionne que sous les projecteurs. L'un se nourrit de l'approbation, l'autre de sa propre exigence. La réalité est que la plupart des gens ne comprendront jamais que ton exemple le plus puissant se construit ces jours où personne ne te regarde. Lorsque la fatigue te murmure que tu pourrais céder et pourtant tu décides de continuer.
La foule ne se souvient pas des gestes anonymes, mais ton caractère, lui, s'en souvient. Le véritable respect ne s'achète pas et ne se mendie pas. Il se forge dans le silence des petites décisions répétées. Fais ce qui est juste, même si personne ne le remarque. Cette phrase devrait être gravée dans la mémoire de quiconque aspire à laisser une empreinte réelle. Parce que seul celui qui agit avec intégrité sans témoin finit par inspirer, peut-être pas des foules, mais ceux qui cherchent vraiment un modèle différent. Le stoïcisme est clair à ce sujet. L'exemple est une responsabilité personnelle, pas une stratégie de marketing. Marc Aurèle n'écrivait pas pour que des millions le lisent, mais pour entraîner son propre esprit à la discipline d'agir toujours conformément à ses valeurs, même si personne ne le félicitait. Cette cohérence, maintenue sans public, est celle qui transforme non seulement ta vie, mais à long terme, celle de ceux qui t'entourent. Ne cherche pas la foule, cherche la solidité interne qui fait que ton exemple se maintienne même dans l'anonymat. La véritable inspiration n'a pas besoin de scène. La plupart poursuivent des suiveurs. Ceux qui changent vraiment quelque chose ne s'occupent que de ne pas se trahir eux-mêmes. Prends soin de ton exemple, même si personne ne le voit. C'est la seule influence qui compte vraiment. 8. Engage-toi dans ton processus de transformation. Tu es assis devant le bureau et tu examines une fois de plus la feuille blanche, les tâches à accomplir, la liste d'objectifs qui semble se multiplier chaque semaine. Le téléphone vibre, le message arrive, la tentation de remettre à plus tard ce qui est important s'immisce entre les tâches et la discipline. Tu sais que tu pourrais te distraire maintenant, que personne ne t'exige d'avancer à cet instant, que tu pourrais tout laisser pour plus tard et rien ne se passerait immédiatement. Mais c'est ici que se séparent ceux qui s'engagent dans un véritable processus de transformation et ceux qui ne font qu'accumuler de bonnes intentions. L'engagement n'est ni une émotion ni une inspiration soudaine. C'est une série de décisions concrètes, répétées chaque jour, qui définissent si tu restes dans le cycle habituel ou si tu franchis le seuil de l'inconfort pour devenir quelqu'un de différent. Le processus de transformation exige une attention chirurgicale sur toi-même, un examen froid des mécanismes internes qui ont tendance à te saboter. Procrastination déguisée en fatigue, auto-illusions qui adoucissent la culpabilité, justifications qui finissent par s'accumuler en dette envers toi-même. Si tu ne reconnais pas ces schémas, le changement ne passe jamais de la théorie. S'engager dans ton processus de transformation signifie accepter une bonne fois pour toutes que personne ne va te sauver, ni porter ton poids à ta place. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni de chercher des garanties externes. Le seul environnement qui compte est celui que tu construis avec tes habitudes et tes décisions quotidiennes. La différence essentielle réside dans le fait de cesser de négocier avec les excuses et de commencer à rendre des comptes uniquement à toi-même. La connaissance de soi devient inutile si tu l'utilises pour expliquer tes limites sans remettre en question comment les surmonter. C'est pourquoi le processus de transformation est inconfortable. Il t'oblige à cartographier avec lucidité les zones où tu as tendance à céder, les endroits où tu préfères le confort à l'exigence, les routines qui te maintiennent exactement là où tu es. La solitude n'est pas une punition, c'est l'espace opérationnel où tu peux ajuster chaque engrenage de ton comportement, sans interférence ni validations extérieures. C'est le terrain où la discipline cesse d'être un désir abstrait et devient un système d'action intentionnel. Une erreur courante est de penser que l'engagement est une question de force de volonté spontanée. La réalité est bien plus structurée. Il s'agit de concevoir des systèmes personnels, de créer des rappels, d'établir des conséquences pour toi-même lorsque tu échoues, d'isoler le minimum d'espace nécessaire pour examiner tes progrès sans filtres externes. La transformation ne se réalise pas par de grands gestes isolés, mais par l'accumulation de petites décisions que tu maintiens même lorsque la fatigue et la frustration insistent sur le fait que c'est déjà suffisant. Dans chaque choix quotidien se définit l'ampleur réelle de ton changement,
Céder une fois facilite le fait de céder toujours. Accomplir une fois pave le chemin vers la constance. Ici, il n'y a pas d'applaudissements, pas de médailles, seulement la satisfaction silencieuse de savoir que tu réduis l'écart entre qui tu es et qui tu souhaites devenir. S'engager dans ton processus implique d'identifier quelles habitudes tu dois briser et lesquelles tu dois renforcer, sans adoucir l'analyse, ni chercher des raccourcis. La transformation exige une honnêteté brutale, enregistrer tes avancées et tes reculs, reconnaître que le progrès réel est irrégulier et qu'il y aura des rechutes. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persistance consciente. Les personnes qui atteignent des changements profonds le font parce qu'elles transforment l'inconfort en allié, parce qu'elles comprennent qu'à chaque fois qu'elles résistent à la tentation d'abandonner, elles renforcent le muscle de l'autodirection. La discipline quotidienne est la racine de toute transformation. Cette phrase n'est pas seulement une citation à répéter à voix haute, c'est le filtre que tu dois utiliser pour évaluer si aujourd'hui tu as fait ce qu'il fallait ou seulement ce qu'il fallait pour te sentir tranquille. L'engagement authentique ne dépend ni de témoins ni de récompenses immédiates. C'est un investissement à long terme qui se nourrit de la clarté de tes motivations et du rejet de la médiocrité fonctionnelle. Chaque jour est une occasion d'ajuster le cap, de corriger ce qui a échoué hier et de soutenir ce qui est encore difficile. La transformation est un processus itératif, pas un événement unique. Elle nécessite de revoir, de corriger, de réessayer, sans drame et sans concessions inutiles. Si tu veux avancer, assume la responsabilité totale de ton processus. Personne ne le fera à ta place. L'engagement n'attend pas de compagnie. Il travaille en silence, paie le prix et récolte les résultats. Si tu cherches des résultats différents, engage-toi sans négocier. Le changement se construit dans la solitude, mais se reflète dans tout ce que tu fais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Chaque matin est une bataille, non pas contre le monde, mais contre votre propre esprit. À peine ouvrez-vous les yeux, une voix intérieure vous invite déjà à repousser, à abandonner, à dormir 5 minutes de plus. C'est la première guerre de la journée, et celui qui la gagne domine son destin. La plupart se laissent entraîner par l'esprit comme un courant, mais le stoïcien l'affronte, l'observe et l'entraîne jusqu'à en faire son allié. Parce que la discipline ne commence pas avec le corps, elle commence avec la pensée. Se réveiller avec intention ne signifie pas se lever tôt, cela signifie se lever conscient. Savoir que chaque pensée a le pouvoir de construire ou de détruire votre journée. Marc Aurèle disait que l'esprit se colore des pensées qu'il abrite, et si les vôtres sont faibles, votre journée le sera aussi. C'est pourquoi l'entraînement commence avant toute action. Dans le silence, à cet instant où vous décidez de ne pas réagir, mais de diriger. Maîtriser l'esprit chaque matin est comme forger de l'acier. Ça fait mal, mais ça renforce. Cela implique de lâcher le bruit, de contrôler l'émotion, de se rappeler que la liberté n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous répondez. Le monde peut être un chaos, mais si vous gouvernez votre esprit, rien d'extérieur ne pourra vous abattre. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin de clarté. Et cette clarté se construit avec une discipline quotidienne, avec de petites habitudes cohérentes qui vous préparent à résister à n'importe quelle tempête. C'est la véritable victoire, vous vaincre vous-même avant que la journée ne commence. 1. Réveillez-vous avec intention. Chaque matin est une sorte de renaissance. Tout le monde ne le comprend pas, car beaucoup se réveillent, comme si la vie leur devait quelque chose, l'esprit chargé de plaintes ou de fatigue. Mais celui qui cherche à maîtriser son esprit sait que la première minute de la journée définit tout ce qui vient après. Se réveiller avec intention ne signifie pas ouvrir les yeux et suivre le même schéma que d'habitude,
c'est ouvrir les yeux et se rappeler que vous êtes ici pour devenir plus fort. Votre lit est le premier champ de bataille. Et si vous cédez à la paresse, vous avez déjà commencé à perdre. Le stoïcien ne se lève pas en espérant que la journée sera facile. Il se lève prêt à ce qu'elle soit difficile, mais décidé à l'affronter avec calme et clarté. L'intention est cette force invisible qui vous maintient debout lorsque la motivation s'éteint. Alors que d'autres commencent la journée en fuyant le bruit de leur esprit, vous la commencez en observant vos pensées, en choisissant celles qui méritent votre attention et celles qui ne la méritent pas. Car celui qui contrôle sa première pensée contrôle son destin. Quand votre esprit vous dit que vous êtes fatigué, qu'il n'y a pas d'énergie, que demain sera mieux, ne discutez pas avec lui, agissez simplement. La discipline ne se débat pas, elle s'exécute. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone ou de penser à ce qui manque, arrêtez-vous une seconde. Respirez, sentez le poids du présent et demandez-vous « Quel type de journée veux-je construire ?» Cette question est un ordre direct à votre subconscient, une déclaration que aujourd'hui, vous ne serez pas la victime de votre esprit, mais son commandant. Marc Aurèle disait que l'esprit se colore des pensées qu'il abrite. Si vous vous réveillez avec gratitude et concentration, votre journée se teinte de clarté. Si vous vous réveillez avec des plaintes ou de l'anxiété, le chaos prend le contrôle. Le stoïcien comprend cela et choisit de commencer à partir du pouvoir, pas de la faiblesse. C'est pourquoi chaque matin est un entraînement. Un rituel où votre corps obéit, votre esprit s'aligne et votre but se réveille avec vous. La première étape est de se lever quand votre esprit vous demande de rester. Ne cédez pas à cette voix intérieure qui cherche le confort. C'est là que commence la guerre. Il n'y a pas de victoire sans résistance et il n'y a pas de force sans lutte. Chaque fois que vous surmontez l'inertie, vous envoyez un message silencieux à votre subconscient. Je suis plus fort que mes excuses. Cette affirmation, répétée avec action, façonne votre caractère. Les grandes réalisations ne naissent pas dans des moments extraordinaires. Elles naissent dans la constance de chaque aube gagnée. Se réveiller avec intention implique également de ne pas chercher de raison externe pour le faire. Ne le faites pas par obligation, ni par pression, faites-le par respect pour vous-même. La discipline n'est pas une punition, c'est la liberté. Lorsque vous commencez la journée avec un but, vous prenez le contrôle de vos émotions et vous vous préparez à toutes circonstances. Le monde peut être imprévisible, mais votre réponse n'a pas à l'être. Si vous vous réveillez conscient, rien ne vous surprend. L'intention ne dépend pas du nombre d'heures que vous avez dormi, mais de la valeur de votre décision de vous lever. Ne cherchez pas de motivation dans des phrases ou des chansons, trouvez-la dans votre engagement. Chaque matin, décidez si vous serez la victime de votre faiblesse ou l'architecte de votre force. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous avez besoin de décision. Parce que celui qui domine ses matins domine sa vie. Et celui qui se réveille avec un but transforme même la journée la plus difficile en une opportunité de grandir. C'est ainsi que l'esprit s'entraîne, avec action, avec silence et avec décision. 2. Contrôle tes pensées. L'esprit est comme une ville sans mur. Si tu n'établis pas des limites claires, n'importe quelle pensée entre et détruit de l'intérieur. Chaque jour, des milliers d'idées traversent ton esprit. Beaucoup d'entre eux, elles ne sont pas les tiennes, mais des restes de peur, de comparaison ou de bruit extérieur. Et si tu n'es pas attentif, ces idées s'installent, gouvernent ton humeur et conditionnent ta journée sans que tu t'en rendes compte. Contrôler tes pensées ne signifie pas éliminer ce que tu ressens, mais décider ce qui mérite de rester et ce qui doit partir. La liberté commence là, quand tu choisis de ne pas être esclave de ce qui se passe dans ta tête. Les stoïciens savaient que l'esprit pouvait être le pire ennemi ou le meilleur allié. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur elles. Chaque pensée est comme une graine. Sème la peur et tu récolteras la paralysie. Sème la gratitude et la force grandira. Tout commence parce que tu penses à l'aube. Si ton dialogue interne est rempli de plaintes, de culpabilité ou d'excuses, tu nourris la faiblesse. Mais si tu choisis consciemment de te parler avec pouvoir, ton esprit devient ton outil le plus tranchant.
Tu ne peux pas empêcher qu'une pensée négative apparaisse, mais tu peux empêcher qu'elle reste. La clé est de l'observer sans réagir. Quand l'esprit commence avec son bruit, arrête-toi et répète mentalement « Cela ne me définit pas, cela ne fait que passer ». Cette courte phrase crée une distance, et cette distance est le pouvoir. Contrôler les pensées n'est pas lutter. Contre elles, c'est apprendre à les voir sans qu'elles t'emportent. La réaction est instinctive, l'observation est maîtrise. Ton esprit cherchera toujours le chemin le plus facile, la plainte, l'inquiétude, la peur. Mais le stoïcien s'entraîne à prendre le chemin le plus difficile, celui du contrôle. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une pensée inutile, tu renforces ton caractère. Ne te laisse pas emporter par ce que tu imagines, car la plupart du temps, la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de ce que ton esprit crée. Sois ferme avec toi-même. Si tu penses à quelque chose qui ne t'aide pas, change-le. Ne négocie pas avec ta faiblesse mentale. Chaque pensée a un coût. Certaines t'élèvent, d'autres te volent de l'énergie. Apprends à reconnaître la différence. Si tu passes la journée à nourrir des pensées vides, tu arriveras à la nuit sans force. Mais si tu nourris des pensées d'action, de gratitude et de concentration, tu finiras plus fort que tu n'as commencé. L'esprit s'éduque avec la pratique, pas avec les désirs. C'est pourquoi, chaque fois que tu ressens le chaos en toi, reviens à la respiration. Inspire, observe et réponds calmement. C'est ainsi que tu reprends le contrôle. C'est ainsi que tu maîtrises ce qui te dominait auparavant. Ne laisse pas ton esprit te tromper en te faisant croire que tout va mal. Ce qui t'arrive n'est pas aussi puissant que ce que tu penses à ce sujet. Contrôler tes pensées est l'entraînement le plus dur, mais aussi le plus transformateur. Parce que quand tu apprends à maîtriser l'invisible, le visible ne te fait plus peur. La véritable force ne se démontre pas en criant ni en résistant à la douleur, mais en gouvernant l'espace silencieux où naissent toutes tes décisions. Ton esprit peut être une prison ou un empire, et tu décides lequel des deux construire chaque matin. 3. Lâche prise sur hier. Les gens portent le passé comme s'ils avaient un sac à dos rempli de pierres. Ils marchent avec le poids de ce qu'ils ne peuvent pas changer, se rappelant des erreurs, des déceptions et des moments qui n'existent plus. Ce fardeau invisible vole de l'énergie, de la concentration et de la clarté. Celui qui vit attaché à hier meurt un peu chaque jour, parce que son esprit reste coincé dans ce qui a été et non dans ce qui peut être. Lâcher prise sur hier ne signifie pas oublier, cela signifie se libérer du pouvoir qu'il a sur vous. Le stoïcisme enseigne que le temps est une ressource qui n'existe qu'au présent. Ce qui s'est passé n'a plus de pouvoir, sauf celui que vous continuez à lui donner. Sénèque disait que la plus grande perte est le temps, car c'est la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer. Chaque fois que vous revivez une erreur ou une blessure, vous dépensez le présent dans une bataille qui est déjà terminée. Le contrôle intérieur commence lorsque vous acceptez qu'il n'y a aucun moyen de refaire ce qui a déjà été fait, mais qu'il est possible de décider comment cela vous affecte aujourd'hui. L'esprit indiscipliné revit le passé pour justifier le manque d'action. Je ne peux pas, j'ai déjà essayé, j'ai échoué avant. Ce récit est une chaîne invisible. Le stoïcien la brise avec un acte simple. Regardez vers l'avant sans ressentiment. Ce que vous étiez ne définit pas ce que vous êtes, et ce qui vous a blessé peut devenir votre entraînement. Hier est un maître, pas un juge. Il vous a appris ce dont vous aviez besoin pour avancer, pas pour rester coincé. Pensez à votre esprit comme à un champ de bataille. Si vous laissez les souvenirs négatifs occuper votre terrain, l'ennemi a déjà gagné. Mais si vous décidez de vider cet espace et de le remplir de nouvelles actions, de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs, vous récupérez votre pouvoir. Vous n'êtes pas le même que vous étiez, car chaque jour que vous choisissez d'avancer, vous changez votre structure mentale. Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils cessent de vous gouverner lorsque vous les regardez avec sagesse. Lâcher prise sur hier signifie aussi se pardonner. Non pas par faiblesse, mais par intelligence. S'accrocher à la culpabilité ne change pas ce qui s'est passé. Cela vous maintient seulement bloqué. Le stoïcien ne se torture pas pour le passé. Il l'analyse, apprend et continue. Chaque aube est un nouveau point de départ.
Alors que d'autres se réveillent en se souvenant de ce qu'ils n'ont pas fait, vous vous réveillez en pensant à ce que vous allez faire. C'est la différence entre celui qui survit et celui qui évolue. Le passé peut être une ancre ou une source de force. Cela dépend de ce que vous décidez d'en faire. Si vous choisissez de le revivre, il vous consume. Si vous choisissez d'apprendre, il vous transforme. L'esprit discipliné refuse d'être esclave de ses souvenirs. Lorsque vous pensez à ce que vous avez perdu, souvenez-vous de ce que vous avez gagné en sagesse. Lorsque vous ressentez de la culpabilité, remplacez-la par de l'engagement. Le contrôle intérieur ne naît pas de l'effacement de l'histoire, mais de son utilisation comme élan. Lâcher prise sur hier est un acte de pouvoir silencieux. Vous ne l'annoncez pas, vous ne l'expliquez pas, vous arrêtez simplement de regarder en arrière. Le présent devient plus clair, votre énergie se multiplie et la vie retrouve sa direction. Le passé a déjà rempli sa fonction, vous n'avez pas besoin de continuer à le traîner. Chaque fois que vous choisissez de ne pas revivre ce qui fait mal, vous entraînez votre esprit. C'est ainsi qu'un stoïcien se libère, non pas en fuyant le passé, mais en le regardant en face et en lui disant qu'il ne commande plus ici. 4. Maîtrise d'abord ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le prends pas par les rênes, il te traîne où il veut, te jette au sol et te fait croire que tu n'as pas de contrôle. La plupart des gens vivent ainsi, guidés par des impulsions, des émotions et des pensées désordonnées. Mais celui qui cherche une véritable force ne se bat pas contre le monde, il se bat contre lui-même. Maîtriser l'esprit ne signifie pas le faire taire, c'est le diriger, le modeler, lui apprendre qui commande. Parce que tant que tu ne contrôles pas ce que tu penses, tu seras l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïcien comprenait que le champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Marc Aurèle le disait clairement, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Et cette phrase renferme le secret de la liberté. Tout ce qui se passe en dehors de toi est incontrôlable, mais ta réaction ne l'est pas. Si ton esprit s'entraîne chaque jour, aucune situation ne peut te détruire. Mais si tu le laisses sans guide, n'importe quel mot ou échec te brise. Celui qui ne maîtrise pas son esprit devient un prisonnier de ses émotions, un esclave de ses peurs. Maîtriser l'esprit commence par l'observation. Tu ne peux pas gouverner ce que tu ne connais pas. Lorsqu'une pensée de peur apparaît, ne la rejette pas, observe-la. Demande-toi, est-ce une menace réelle ou simplement une histoire créée par mon esprit? La plupart des problèmes qui te tiennent éveillé la nuit n'existent pas en dehors de ta tête. Mais tant que tu y crois, il te contrôle. Le pouvoir commence lorsque tu apprends à séparer la réalité de l'interprétation. Lorsque tu dis « cela ne me domine pas, je décide quoi penser ». L'esprit a besoin de direction. Et si tu ne la lui donnes pas, il l'invente. C'est pourquoi l'entraînement quotidien est essentiel. Écris-le, répète-le, souviens-toi, tes pensées sont tes soldats. Si tu les nourris de plaintes, ils se rebelleront. Si tu les entraînes avec discipline, ils t'obéiront. Chaque matin, décide quelles pensées dirigeront ta journée. Si tu commences avec clarté, tu finiras avec pouvoir. Si tu commences avec le chaos, la journée te consumera. L'esprit discipliné ne cherche pas les stimuli, il cherche un but. La maîtrise mentale n'est pas obtenue par la répression, mais par la conscience. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas te laisser gouverner par cela. La colère, la tristesse ou la peur sont naturelles, mais elles ne doivent pas décider pour toi. Sénèque enseignait que ce n'est pas l'émotion qui détruit l'homme, mais son manque de contrôle sur elle. Si quelque chose te perturbe, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais l'histoire que ton esprit crée autour. La force n'est pas dans le fait de ressentir moins, mais de réagir intelligemment. Chaque pensée que tu contrôles renforce ton caractère. Chaque émotion que tu maîtrises construit ta tranquillité. Ne te laisse pas emporter par l'impulsion de répondre, de discuter, de prouver quelque chose. Le véritable pouvoir est de rester en contrôle quand tout autour perd la tête. Maîtriser l'esprit ne te rend pas insensible, cela te rend libre. Parce que tu ne dépends plus du chaos pour te sentir vivant, ni de la reconnaissance pour te sentir valide. La paix cesse d'être quelque chose que tu cherches et devient ton état naturel. Lorsque tu réussiras à gouverner ton esprit,
tu découvriras que le monde change sans que rien d'extérieur ne bouge. Les choses continuent à se produire, mais elles ne te font plus tomber. Les problèmes continuent à exister, mais ils ne te consomment plus. Parce que l'esprit qui domine transforme la douleur en leçon et l'adversité en croissance. C'est le sommet de l'entraînement stoïcien. Regardez la tempête et restez ferme, parce que tu sais que le pouvoir n'est pas dans le vent, mais dans celui qui tient le gouvernail. Maîtrise d'abord ton esprit, et le reste de ta vie s'alignera ensuite. 5. Commence fort. Chaque jour est comme une porte fermée qui ne s'ouvre qu'avec de l'énergie. Si tu pousses avec faiblesse, elle ne bougera pas. Si tu le fais avec force, détermination et présence, tout coule. C'est ainsi que fonctionne la vie. La façon dont tu commences donne le ton à tout ce qui suit. Commencer fort ne signifie pas courir sans direction, mais avancer avec un esprit ferme, avec la détermination de celui qui n'attend pas que l'humeur arrive, parce qu'il sait que c'est l'action qui la génère. Le stoïcisme enseigne que la force ne se trouve pas à la fin de la journée, mais dans les premières minutes. Marc Aurèle écrivait que le matin est le moment où l'âme doit se lever avec dignité et discipline. Et il avait raison. La façon dont tu te lèves, parles à toi-même et fais face au premier défi. Détermine si la journée te domine ou si tu la domines. Commencer fort, c'est montrer clairement, dès le début, que tu es le maître de ton corps, de ton esprit et de tes émotions. Chaque matin est une occasion de te prouver que tu es en contrôle. Si ta première pensée est faible, toute la journée est contaminée. Si elle est claire et déterminée, tout s'aligne. Le corps suit l'esprit et l'esprit suit l'intention. C'est pourquoi, lorsque tu te réveilles, ne te traîne pas, lève-toi avec un but. Ne t'assois pas à attendre que quelque chose te motive. La motivation est un luxe pour ceux qui n'ont pas de discipline. Le stoïcien ne cherche pas à se sentir bien avant d'agir. Il agit et ensuite il se sent bien. Commencer fort, c'est créer de l'élan. C'est comme allumer un feu. La première étincelle demande plus d'énergie, mais une fois allumée, elle reste vive avec moins d'efforts. C'est pourquoi ta première heure doit être la plus puissante. Ne la donne pas à des distractions ou à des pensées vides. Consacre-la à toi, à renforcer ton esprit, ton corps et ton but. Écris tes objectifs, respire, entraîne-toi, remercie. Chaque habitude matinale est un message que tu envoies à ton esprit. Je suis ici, éveillé, conscient, prêt à avancer. Quand tu commences la journée avec force, tout le reste s'ordonne. Les problèmes semblent plus petits, les émotions plus stables, les décisions plus claires. En revanche, si tu commences faiblement en cédant à la fatigue, l'esprit devient ton ennemi. La discipline ne commence pas quand la journée se complique, elle commence quand le réveil sonne. C'est là que se mesure ta force. Il ne s'agit pas d'avoir envie, il s'agit d'avoir du caractère. Les stoïciens savaient que la première victoire de la journée est de se lever et d'agir avec intention. Sénèque disait que la vie est suffisante pour celui qui sait utiliser son temps. Si ton matin est rempli de clarté, le reste de la journée devient un champ fertile. Mais si tu le gaspilles en distraction, le chaos te consume. C'est pourquoi, avant de regarder le monde, regarde-toi toi-même. Demande-toi, que puis-je faire maintenant pour me rapprocher de ce que je veux être? Cette question est une ancre mentale, un guide pour ne pas perdre le cap. Commence fort, même quand tu n'as pas de force. Parce que cet acte de volonté, ce mouvement contre l'inertie, change ta chimie interne. Il te montre que le pouvoir n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Chaque jour que tu commences avec fermeté, tu construis du caractère. Et le caractère est la seule chose qui ne s'effondre pas quand le monde tombe. Commence avec énergie, avec direction, avec but. N'attends pas de te sentir prêt. Lève-toi simplement et avance. Le reste de la journée obéira à l'élan que tu as créé. C'est l'essence du contrôle, la racine de la discipline et le début de la véritable liberté. 6. Agis sans attendre. L'esprit cherche toujours des excuses pour repousser ce qui est important. Il te promet un lendemain parfait, te convainc qu'il y aura un moment idéal pour commencer, mais ce moment n'arrive jamais. La vie n'attend pas. Chaque fois que tu repousses une décision, la peur grandit un peu plus et l'action devient plus lourde. Agir sans attendre, c'est briser ce cycle mental qui te retient.
C'est comprendre que l'instant présent est la seule réalité et que bouger maintenant vaut plus que de penser 1000 fois à comment le faire. Le stoïcien ne s'assoit pas pour planifier sa vie éternellement, il la vit. Épictète disait qu'il ne suffit pas de vouloir être bon, il faut le faire. Parce que la pensée sans action pourrie, elle devient un refuge confortable où rien ne change. Combien de fois as-tu senti que tu étais prêt, mais tu décides quand même d'attendre? Tu attends d'avoir plus d'énergie, plus de motivation, plus de confiance. Cependant, le changement commence juste quand tu bouges sans avoir tout résolu. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu as besoin de bouger. Agir sans attendre n'est pas de l'impulsivité, c'est du courage rationnel. C'est reconnaître que la perfection n'existe pas et que le progrès n'arrive qu'avec le mouvement. Le monde ne s'arrête pas pour réfléchir si tu es prêt. Si tu ne progresses pas, tu restes en arrière. L'esprit discipliné le sait. C'est pourquoi il utilise l'action comme son meilleur outil pour calmer le bruit intérieur. Quand tu fais ce que tu crains, la peur perd de sa puissance. Quand tu fais un pas, même petit, tu brises la chaîne invisible de l'immobilisme. Le secret est de créer de l'inertie. Les premières secondes sont les plus difficiles, mais une fois que tu commences, le corps et l'esprit s'alignent. Chaque action génère de l'élan et chaque élan renforce ton caractère. Ne t'arrête pas pour penser trop, parce que trop penser paralyse. La clarté arrive pendant que tu bouges, pas avant. Celui qui agit découvre des chemins que celui qui doute ne verra jamais. Sénèque disait que la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Mais cette opportunité n'apparaît pas pour celui qui est assis à attendre. Elle apparaît pour celui qui reste en mouvement, pour celui qui construit son chemin pendant que les autres ne font que l'imaginer. Si la peur t'arrête, souviens-toi que tu n'as pas besoin de te sentir confiant pour commencer. Tu as besoin de commencer pour te sentir confiant. L'action guérit l'insécurité mieux que n'importe quelle pensée positive. Agir sans attendre est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est te dire que ta parole vaut quelque chose, que tes plans ne sont pas des promesses vides. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu renforces ton estime de soi. Chaque fois que tu repousses, tu l'affaiblis. Il n'y a pas de croissance sans engagement et il n'y a pas d'engagement sans action. Tu peux lire, planifier, visualiser, mais si tu ne bouges pas une seule pièce, rien ne se transforme. Le stoïcien agit sans chercher des résultats immédiats. Il sait que l'action correcte est son devoir, pas sa garantie. Il fait ce qui doit être fait, sans attendre de récompense, sans chercher d'applaudissements. C'est la véritable discipline. Faire ce qui est nécessaire, même quand personne ne le remarque. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui avancent sans excuse. Agissent sans attendre le moment idéal, parce que ce moment est maintenant. Fais le pas que tu évites, écris cette ligne, fais cet appel, commence l'entraînement. La peur se dissout avec l'action, le doute se clarifie avec le mouvement. Tout ce qui t'arrête vit dans ta tête, et la seule façon de le vaincre est de l'affronter. Celui qui maîtrise son esprit arrête de planifier la vie et commence à la vivre. L'action est le pouvoir en mouvement, et seul celui qui agit sans attendre apprend à être véritablement libre. 7. Protège ton focus. L'esprit est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Si tu diriges la lumière dans trop de directions, tu ne vois rien clairement. Mais si tu te concentres sur un seul point, tout devient net. C'est ainsi que fonctionne l'attention. La plupart des gens vivent de manière dispersée, sautant d'une distraction à une autre, laissant chaque bruit externe voler leur énergie. Et quand cela se produit, le but se dilue. Protéger le focus, c'est prendre soin de ta force vitale. C'est décider consciemment ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Parce que ce que tu regardes grandit et ce que tu ignores s'estompe. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être entraîné à rester ferme, même lorsque le monde crie. Marc Aurèle l'a compris. Si tu te laisses distraire, tu ne reviendras pas à toi-même sans difficulté. Et c'est la vérité. Plus tu te disperses, plus il est difficile de revenir au centre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans un environnement conçu pour briser ta concentration. Chaque notification, chaque réseau social, chaque conversation sans sens vole de petits fragments de ta présence.
Et quand tu t'en rends compte, la journée est passée et tu n'as rien fait qui compte vraiment. Protéger ton focus n'est pas t'isoler du monde, c'est apprendre à choisir où tu places ton esprit. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront pour toi. Les gens, les nouvelles, le bruit numérique, tous essaient de diriger ton attention vers leurs intérêts. Mais le stoïcien vit avec un but. Son esprit n'est pas un terrain public, c'est un espace sacré qu'il gouverne seul. Et ce contrôle est construit avec des limites. Limite ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu dis. Chaque stimulus qui entre affecte la qualité de tes pensées. Le focus est de l'énergie concentrée. Chaque fois que tu le disperses, tu perds du pouvoir. Si tu en prends soin, tu deviens imbattable. Les grandes réalisations ne naissent pas du talent. Elles naissent de la capacité à maintenir l'attention sur l'essentiel pendant assez longtemps. Tu ne peux pas avancer si chaque petit obstacle dévie ta route. Apprends à dire non sans culpabilité. Non à la distraction, non à l'urgence qui n'est pas importante, non aux gens qui volent ton temps sans te donner rien en retour. Chaque non que tu donnes au bruit est un oui à ton but. Sénèque disait que la vie est raccourcie non parce que nous vivons peu, mais parce que nous gaspillons trop de temps sur ce qui n'importe pas. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu perds le focus. Tu t'épuises mentalement et ensuite tu crois que la vie te pèse, alors qu'en réalité tu es seulement épuisé par la lutte dans des batailles qui ne sont pas les tiennes. Le secret est de garder le silence intérieur lorsque le monde te pousse à réagir. De rester calme lorsque tout le monde cherche ton attention. Cette sérénité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Protéger le focus implique aussi de prendre soin de tes pensées. Si tu laisses ton esprit vagabonder sans direction, il te tirera vers le doute ou l'anxiété. Quand tu sens que tu perds le contrôle, reviens au présent. Respire, observe et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Le focus ne s'impose pas, il se forme. Chaque fois que tu reviens à l'essentiel, tu renforces ta discipline mentale. Chaque fois que tu ignores le superficiel, tu montres que tu ne vis plus à la merci du bruit. La clarté mentale est la nouvelle forme de liberté. Quand tu sais ce que tu veux et où tu vas, le monde cesse de te distraire. Le stoïcien ne cherche pas à faire plus, il cherche à faire ce qui est juste. Son pouvoir réside dans la constance, pas dans la vitesse. Protéger le focus, c'est en essence protéger ta paix. Parce que là où tu mets ton attention, c'est là que tu mets ta vie. Ne laisse pas ton énergie se gaspiller dans des choses qui ne te rapprochent pas de ton but. Dirige ta lumière vers ce qui compte et le reste s'estompera dans l'ombre. 8. Valorise les petites victoires. Chaque jour est rempli de batailles invisibles. Certaines, tu les gagnes sans t'en rendre compte. Te lever quand tu n'en as pas envie, garder ton calme quand tu pourrais exploser, continuer à avancer quand personne ne t'applaudit. Ces petites victoires, que beaucoup ignorent, sont celles qui construisent le caractère. Tu n'as pas besoin de triomphes gigantesques pour avancer, tu as besoin de constance. Le progrès réel ne se fait pas par bond, il se fait par pas. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent un grand changement, une récompense immédiate, sans comprendre que la grandeur se forge dans le quotidien. Les stoïciens savaient que la maîtrise de soi se gagne dans les détails. Sénèque disait que ce n'est pas la fortune qui change l'homme, mais son attitude face aux petites choses. Si tu n'es pas capable de rester ferme dans les gestes simples, tu ne le seras pas non plus lorsque les grands défis arriveront. Chaque décision, chaque habitude, chaque pensée disciplinée est une graine qui germe en silence. Et ces graines, avec le temps, deviennent les fondations de ta force. Valoriser les petites victoires n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. C'est comprendre que chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu construis une version plus forte de toi-même. Que chaque jour où tu tiens une promesse, même minime, tu renforces la confiance en ta parole. Que chaque moment où tu gardes ton calme, alors que tu pourrais réagir avec colère, tu démontres ta maîtrise de toi-même. Ces moments ne font pas de bruit, mais ils façonnent ton esprit plus que n'importe quel accomplissement visible. L'esprit indiscipliné cherche des résultats immédiats. Il veut des récompenses, sans effort. Mais le stoïcien agit en sachant que la vraie valeur réside dans la répétition silencieuse, dans le fait de faire ce qui est juste sans attendre de reconnaissance.
Marc Aurèle l'a parfaitement compris. La perfection du caractère se construit avec des actes quotidiens. Chaque jour, tu as l'occasion de te montrer qui tu es, et pas avec des mots, mais avec de petites actions qui semblent insignifiantes, mais qui, ajoutées ensemble, forment une vie avec un but. Le monde t'a appris à applaudir seulement les grands triomphes, les promotions, les succès visibles. Mais la vraie croissance se produit lorsque personne ne regarde. Dans ces jours où il est difficile de se lever, où tout semble pareil, où la motivation ne se présente pas, mais tu continues quand même. Ce type de force ne s'achète pas, il se travaille. La plus grande victoire n'est pas de conquérir le monde, c'est de te conquérir toi-même un peu plus chaque jour. Valoriser les petites victoires signifie aussi être reconnaissant pour le processus. Si tu ne célèbres que le résultat, tu deviens esclave de l'accomplissement. Mais si tu apprends à valoriser l'effort quotidien, tu trouves satisfaction sur le chemin. Le stoïcien vit dans le présent, non pas en attendant que quelque chose change, mais en changeant lui-même à chaque décision. La discipline devient naturelle lorsque tu apprends à reconnaître que les petits pas comptent aussi, qu'il n'y a pas de progrès inutile, que chaque action cohérente avec ton but te rapproche de la liberté intérieure. Chaque jour se termine par un choix. Regarder ce qui manque ou reconnaître ce que tu as accompli. Celui qui ne voit que ce qui manque vit dans le manque. Celui qui valorise ce qu'il a avancé vit en plénitude. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. Ne cherche pas la motivation dans les résultats des autres, trouve-la dans la satisfaction de savoir que tu as fait aujourd'hui ce que tu as dit que tu ferais. Cette cohérence vaut plus que n'importe quelle reconnaissance. Les petites victoires sont celles qui maintiennent la flamme allumée lorsque le monde s'éteint. Célèbre chaque pas, chaque acte de discipline, chaque pensée contrôlée. Non pas parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils sont à toi. C'est la différence entre celui qui survit et celui qui grandit. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist. La plupart des gens ne changent jamais vraiment. Ils se résignent à porter le poids mort de leurs vieilles habitudes, répètent des formules échouées, puis se demandent pourquoi la vie ne s'améliore pas. La transformation personnelle radicale n'est pas une promesse d'auto-assistance, c'est une rupture chirurgicale avec la version faible de soi-même. Il ne suffit pas de vouloir changer. Il faut enterrer les excuses, cesser de chercher la motivation et adopter la discipline comme seule boussole. Personne ne viendra te sauver de tes propres tendances autodestructrices. Le seul chemin possible est de prendre un contrôle absolu et de faire taire la voix intérieure qui justifie le statu quo. La réalité est simple, soit tu exécutes avec une brutalité honnête, soit tu répètes le cycle jusqu'à vieillir sans changer. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque, c'est un système d'entraînement mental pour résister au plaisir facile et supporter la douleur nécessaire. Tu cesses d'être esclave de la dopamine et tu deviens maître de tes actions. Le coût du changement est élevé, mais le coût de rester le même est insupportable. Si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose, confort, validation, vieilles amitiés, tu ne gagneras rien de réel non plus. Parle moins, fais plus. Tu n'as besoin ni de permission ni d'applaudissements pour te reconstruire. Il y a un moment où tu décides de ne pas revenir en arrière. Ce moment peut être aujourd'hui. Si tu comprends cela, tu es déjà un pas plus près de devenir quelqu'un d'irrécognizable pour ton ancien moi. La discipline est la seule véritable forme de liberté. Si tu veux un changement définitif, prépare-toi à payer le prix. 1. Rompe tout lien avec ton ancien moi. Si tu ne romps pas avec ton ancien moi, tu l'entraînes comme une chaîne invisible qui sabote chaque pas. C'est aussi simple que ça. Il n'existe pas de transformation réelle tant que tu continues à négocier avec les habitudes, les peurs et les pensées qui t'ont condamné à l'immobilisme.
La version qui t'a amené ici n'est pas seulement inefficace, c'est ton principal obstacle. Arrête de te mentir en espérant qu'une motivation spontanée te sorte du trou. Cette personne, celle qui procrastine, celle qui justifie chaque échec, celle qui cherche des excuses pour ne pas agir, doit mourir. Oui, mourir. Parce que si tu continues à lui donner de l'oxygène, elle te consume de l'intérieur. Le changement radical commence par un renoncement brutal, couper de racines tout lien avec l'identité qui te rend faible. Il ne s'agit pas d'une transition tiède ou de petits ajustements. Tu as besoin d'une amputation psychologique. Es-tu prêt à payer le prix? Parce que cela ne se paie pas en mots ni en intentions, mais en actions inconfortables et décisions douloureuses. Chaque fois que tu répètes la même routine, que tu parles de la même manière, que tu penses de la même façon, tu te sabotes. S'accrocher à ces schémas, c'est comme signer un contrat avec l'échec. Tant que tu tolères de petites permissions, des excuses minimes, le vieux toi se renforce. Tu n'es pas spécial. Personne ne l'est face à l'inertie de sa propre médiocrité. La rupture exige une coupure totale. Habitude, environnement, même relation si nécessaire. Si tu t'entoures de personnes qui renforcent ta paresse ou ta compassion pour toi-même, tu choisis de rester le même. Ne cherche pas à adoucir le processus. Le confort est le refuge de ceux qui ne changent jamais. La phrase est simple, la version faible doit cesser d'exister aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas après un dernier essai. Aujourd'hui. L'ancien toi cherchera toujours à revenir, car l'esprit est accro à ce qui est connu, même si cela te détruit. C'est pourquoi chaque jour nécessite une décision consciente et agressive. Ne pas dialoguer avec cette partie de toi qui demande une trêve, qui cherche de petits plaisirs immédiats, qui veut reporter l'effort réel. L'auto-illusion est le piège le moins cher et le plus coûteux qui existe. Si tu répètes les mêmes excuses, tu fabriques un futur identique au passé. La discipline est le seul outil pour briser ce cercle. L'action est le marteau qui détruit l'ancien moule. Tu n'es pas tes pensées faibles, ni tes impulsions automatiques. Tu es ce que tu choisis d'exécuter quand personne ne regarde. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Soit tu romps avec ton ancien moi, soit tu deviens son otage. L'identité ne se négocie pas, elle se construit ou se perd. 2. La discipline remplace la motivation. Tu te réveilles, le réveil sonne et ton corps réclame 5 minutes de plus. La journée vient à peine de commencer et déjà la première négociation mentale s'engage. Juste un peu plus. Aujourd'hui, je peux me le permettre. Demain, je commence sérieusement. Personne ne te voit. Personne ne saurait si tu cèdes. Mais au fond de toi, tu sais ce qui se passe. Ton esprit mesure chaque concession et accumule une dette invisible qui plus tard te pèse. C'est là que la motivation a souvent tendance à te faire défaut, car elle dépend de sensations éphémères, d'humeurs aussi fragiles que le sommeil que tu viens d'interrompre. La motivation est un visiteur capricieux. Elle arrive, te promet un avenir meilleur et disparaît quand tu en as le plus besoin. Si tu continues à attendre de te sentir motivé, ta vie entière se transformera en une succession d'excuses et de procrastination. L'esprit cherche toujours le chemin le plus facile, économise de l'énergie et justifie le moindre effort. Tu te convaincs que tu as besoin d'inspiration pour te lever, pour t'entraîner, pour étudier, pour quoi que ce soit qui nécessite de l'inconfort. Mais derrière cette croyance, des années d'habitude opèrent. Tu as entraîné ton cerveau à associer le changement à un effort inutile et le plaisir immédiat à la récompense. Le résultat est une sorte de paralysie déguisée en auto-apitoiement, où chaque tâche importante se transforme en un fardeau démesuré. C'est ici que la discipline entre en jeu comme un mécanisme inflexible. Elle ne consulte pas ton état d'esprit, ne demande pas si cela te plaît, ne négocie pas. La discipline est la décision d'agir même quand tu n'en as pas envie, et c'est cela qui façonne une nouvelle identité, pas les impulsions passagères. La différence brutale entre ceux qui changent et ceux qui échouent réside dans la gestion de ces micro-moments quotidiens. Celui qui attend la motivation devient esclave de ses fluctuations internes. Celui qui se discipline devient architecte de son caractère. Et oui, au début,
ça fait mal. La discipline est inconfortable, impopulaire et presque toujours solitaire. Mais chaque fois que tu exécutes une action correcte sans ressentir de désir, tu crées une fracture dans l'ancien schéma. C'est un entraînement qui reprogramme tes circuits jusqu'à ce que faire ce qui est juste devienne la norme et non l'exception. Voici le secret que personne ne veut accepter. La motivation est un luxe que tu ne peux pas te permettre. La discipline est la dette que tu dois payer chaque jour. Il n'y a pas de magie derrière une vie transformée, juste l'accumulation silencieuse de décisions difficiles, prises seules. La discipline remplace la motivation parce qu'elle ne te demande pas, elle t'exige. Le jour où tu cesseras d'attendre de te sentir prêt et commenceras à agir, tu commenceras à être libre. Tu ne voudras pas toujours, mais tu peux toujours obéir à ton plan. La différence réside dans ce que tu tolères de toi-même quand personne ne regarde. Ce que tu fais d'inconfortable te reconstruit. 3. Contrôle ta dopamine, dirige ton esprit. Je te le dis sans filtre. Pendant des années, mon esprit a été un laboratoire d'excuses chimiques. Ce n'était pas seulement de la faiblesse, c'était de l'ingénierie mentale. Chaque fois que je procrastinais, chaque fois que je me laissais distraire par mon téléphone ou par n'importe quel plaisir immédiat, je ressentais ce micro-stimulus, cette décharge minimale de dopamine qui, bien que fugace, m'entraînait à associer la moindre échappatoire à un soulagement. Et ainsi, sans m'en rendre compte, je cédais du terrain et remettais le contrôle de ma vie à une molécule. Il ne s'agit pas d'addiction au sens classique, mais d'une dépendance silencieuse qui sabote toute tentative de discipline. Parce que la dopamine n'est pas seulement motivation, c'est le moteur de l'attente, le mécanisme qui te pousse à poursuivre des récompenses rapides et te vole la tolérance à l'effort soutenu. Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu deviens sa marionnette. Et peu importe combien de volonté tu crois avoir, si ta journée est remplie de petites gratifications, ton système nerveux apprend à résister à tout effort qui ne promet pas de plaisir immédiat. Le véritable ennemi n'est pas la fatigue ni le manque de temps, mais la dispersion mentale constante qui fragmente ton attention et affaiblit ton caractère. Chaque notification, chaque changement de tâche, chaque impulsion que tu suis sans questionner alimente un circuit de récompense qui te rend plus fragile face au travail acharné et à l'inconfort. C'est pourquoi contrôler ta dopamine est un acte de rébellion personnelle. Cela signifie cesser d'alimenter le cycle du plaisir rapide et commencer à diriger ton esprit vers le véritable progrès, même si cela fait mal. Ici, il n'y a pas de moralisation, juste de la biologie appliquée à la stratégie de vie. Si ta routine est pleine d'échappatoires, nourriture, réseaux sociaux, séries, potins, ta capacité de concentration et ta résilience chutent en flèche. Le muscle de la discipline s'atrophie. C'est pourquoi décide aujourd'hui quel stimuli tu vas éliminer sans négociation. Bloque les sources de gratification vides, réduis ta consommation d'actualité, transforme le loisir passif en silence productif. Il ne s'agit pas de vivre comme un moine, mais de rééduquer ton système de récompense pour qu'il tire du plaisir de l'avancement, pas de l'immobilisme. Remplace le plaisir facile par le plaisir difficile, celui qui n'arrive qu'après l'effort, lorsque tu accomplis une tâche inconfortable ou que tu tiens une promesse envers toi-même. Au début, ton esprit criera, exigera des retours immédiats, cherchera n'importe quelle excuse pour retomber dans ce qui est connu. Mais cet inconfort est le signe que tu es en train de desprogrammer l'ancien cycle. Chaque jour où tu résistes à la tentation et choisis le vrai travail, tu renforces une nouvelle identité. Contrôler ta dopamine n'est pas un tour de laboratoire, c'est une déclaration d'indépendance. L'esprit que tu gouvernes est l'esprit qui te construit. Si tu ne diriges pas ta chimie, ta vie la dirige pour toi. 4. Prends tes responsabilités sans excuses ni cachette. Il y a une scène que peu de gens reconnaissent. Tu te vois assis devant une table de compte ouvert. Ce ne sont pas des factures d'électricité ni des papiers officiels, mais des enregistrements invisibles de chaque promesse brisée, chaque excuse lancée dans l'air, chaque objectif que tu as enterré sous le tapis du « je n'ai pas pu ».
L'encre ne s'efface pas. Les chiffres croissent en silence. Pendant que tu te justifies, ce livre mental accumule des intérêts. L'auto-tromperie est un comptable froid. Il continue à additionner même si tu fermes les yeux. Et le pire, c'est que, dans ce bilan, personne d'autre ne porte ta dette. Tu peux sourire devant les autres, inventer des histoires, te distraire avec des obligations. Mais dès que tu éteins la lumière, tu te retrouves seul avec ce que tu as réellement accompli et tout ce que tu as choisi de remettre à plus tard. Il n'y a pas de cachette. Le poids, tu le sens sur tes épaules, dans ta mâchoire serrée avant de dormir, dans ton estomac quand tu te rappelles ce que tu as promis de changer il y a des mois. La responsabilité radicale signifie regarder ce solde sans filtre et accepter qu'il n'y a pas d'autre signature dans ces enregistrements que la tienne. Cela se remarque même dans les détails. La façon dont tu évites certains appels, comment tu repousses des conversations inconfortables, la manière dont tu regardes du coin de l'œil le calendrier en sachant que tu te mens sur les délais. C'est un langage corporel silencieux, mais brutal. L'évasion se dessine dans les gestes, dans la tension du dos, dans la façon dont tu te justifies par inertie. La véritable transformation ne commence pas par une déclaration publique, ni par des phrases motivantes, mais par l'acte privé d'assumer chaque erreur, sans raccourcis mentaux ni récits adoucis. Quand tu fermes toutes les sorties, quand tu cesses de chercher des coupables externes, ce tranchant inconfortable de la responsabilité s'affûte. Et oui, ça fait mal. Mais cette douleur est la seule qui pousse en avant. La douleur de l'excuse ne fait que t'enfoncer plus profondément. Prends tes responsabilités sans excuse ni cachette. Personne ne paiera ta dette à ta place. Les justifications sont des placebos qui soulagent 5 minutes et affaiblissent toute une vie. La discipline commence lorsque tu brûles tes routes de fuite, lorsque tu acceptes que chaque jour est une nouvelle signature dans ce livre de comptes internes. L'acte de rendre des comptes n'est pas grandiloquent, c'est regarder directement ce que tu n'as pas fait, avaler l'inconfort et faire ce qu'il faut même s'il n'y a pas d'applaudissements ni de témoins. Le caractère se construit dans l'obscurité. La maturité, c'est cesser de chercher des recoins ou te cacher de tes propres décisions. Si aujourd'hui tu remets la responsabilité à demain, la charge sera le double. Il n'y a pas de force plus puissante que de te regarder en face et de dire, sans embellissement, « Cela a été mon choix, je l'assume, je le change. » Sans ce geste, tout le reste n'est que théâtre. 5. Agis en silence, n'explique pas tes plans. Parler, c'est perdre de la force. Chaque mot que tu lances sur tes projets est une énergie que tu offres au vent et une validation bon marché qui diminue ton engagement. Personne n'a besoin d'entendre ce que tu vas faire. Ni tes amis, ni ta famille, ni les réseaux, ni même toi-même devant le miroir. Celui qui agit vraiment n'explique pas, il agit. Si tu te sens obligé de justifier ce que tu feras, c'est que tu doutes encore de ta propre décision. Ne te trompe pas. L'impulsion de partager tes intentions est une fuite psychologique, un mécanisme pour soulager la pression sans bouger d'un millimètre. Ce que tu cherches, c'est une approbation anticipée, un applaudissement sans avoir foulé le ring. Ainsi, tu deviens esclave du récit et jamais du résultat. Le plan que tu cries est le plan que tu ne réalises jamais. Le silence est le filtre qui sépare ceux qui s'entraînent en privé de ceux qui cherchent seulement reconnaissance. Tes progrès n'ont pas besoin de témoins. Le véritable progrès se remarque dans la solidité de tes habitudes, pas dans la quantité de likes, ni dans les conseils gratuits que tu collectionnes pour te sentir compris. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de raconter à quelqu'un ce que tu vas changer, mords-toi la langue. Ton énergie est limitée. Et la dépenser en explications te laisse sans ressources quand vient le moment inconfortable de l'action. Les mots sur des projets futurs sont une anesthésie. Ils te rassurent et te font croire que tu as déjà fait quelque chose alors que tu n'as pas bougé le petit doigt. Si tu es accro à tout raconter, c'est que tu as besoin de la fantaisie d'avancer pour ne pas faire face à la réalité de ton stagnation. Personne ne progresse par ce qu'il dit qu'il fera demain. Tu n'évolues que par ce que tu exécutes aujourd'hui, même si personne ne le voit.
Le véritable changement est sourd, invisible et souvent inconfortable. Parler est facile, agir est douloureux. C'est pourquoi choisis la douleur qui construit, pas le soulagement qui t'endort. Garde tes plans sous clé jusqu'à ce que tes résultats soient impossibles à ignorer. La discipline qui compte ne fait pas de bruit. Elle ne se vante pas, ne demande pas la permission, ne cherche pas de témoins. Si tu t'engages vraiment, tu verras que le silence est ton meilleur allié et l'ego ton pire saboteur. Chaque fois que tu te justifies, tu affaiblis ta parole. Chaque fois que tu agis sans annoncer, tu renforces ton caractère. N'explique pas, démontre, ne promets pas, réalise. Tu es ce que tu exécutes quand personne n'applaudit. Si tu as besoin qu'on te croie, c'est que tu ne te crois pas encore toi-même. L'ancien toi était expert en discours. Le nouveau toi n'a besoin que de résultats. La prochaine fois que tu ressens l'impulsion de parler, souviens-toi, le silence est la signature de ceux qui changent vraiment. 6. Unir le stoïcisme, la stratégie et la constance quotidienne. La vérité est la suivante. Si tu n'unis pas philosophie, stratégie et constance quotidienne, tu ne briseras jamais le cycle qui te condamne. Peu importe combien de fois tu te promets que demain sera différent, ni combien de forces brutes tu essaies d'appliquer pendant une semaine. Le véritable changement n'est pas une explosion de volonté. C'est une architecture mentale qui exige 3 colonnes. Le stoïcisme qui refroidit l'émotion, la stratégie qui ordonne le chaos et la constance qui transforme le bon en routine. Ton esprit va te tendre des pièges tout le temps. Il va chercher des raccourcis, justifier des reculs, déguiser la paresse en prudence. C'est pourquoi tu as besoin d'une philosophie qui te soutienne lorsque la fatigue et la frustration te murmurent d'arrêter. Le stoïcisme n'est pas seulement un vieux livre, c'est ce rappel brutal que tu ne contrôles rien d'extérieur, mais que tu es maître de chaque réaction, de chaque micro-décision. Il ne s'agit pas de résignation, il s'agit d'entraîner le muscle de l'indifférence face à ce qui ne dépend pas de toi. Chaque fois que tu t'arrêtes pour penser à ce que les autres pensent, aux circonstances, à la chance, tu jettes ton énergie par la fenêtre. Celui qui se discipline à l'intérieur crée une base inébranlable. Mais la philosophie sans stratégie n'est qu'un réconfort intellectuel. Si tu n'as pas de plan concret, ton esprit divague et se perd dans de bonnes intentions. Le cerveau a besoin de structure. Si tu ne lui donnes pas un cadre, il invente des excuses. C'est pourquoi définis tes actions la veille, réduis l'improvisation au minimum et anticipe tes propres pièges. Un jour sans agenda est un jour perdu pour l'ancien toi. Ce qui n'est pas planifié est reporté. La stratégie est la différence entre répéter des schémas et avancer même d'un pas. Et c'est là qu'intervient la constance. Non pas la constance romantique des phrases motivationnelles, mais la constance rude et sans gloire de faire de même quand tu ne veux pas, quand cela ne se voit pas, quand le seul témoin est toi. L'habitude est la seule preuve d'un engagement réel. Ce que tu répètes te construit ou te détruit. Reconnais-le. Ton plus grand ennemi a toujours été le manque d'intégration entre ce que tu penses, ce que tu planifies et ce que tu exécutes. Si tu n'alignes pas ces 3 niveaux, tu tombes dans l'auto-illusion déguisée en réflexion. Le caractère se forge dans la répétition quotidienne de petites actions qui semblent insignifiantes, mais qui à long terme accumulent un poids irréversible. La discipline est la somme de 1000 décisions inconfortables. Le stoïcisme est ton bouclier, la stratégie ta carte, la constance ton moteur. Personne ne le fera à ta place. Choisis la douleur de la discipline, ou vis en portant l'inconfort éternel du remords. Sans l'union de ces 3 principes, tu seras toujours otage de ta version la plus faible. L'identité ne s'improvise pas, elle se répète. 7. Construis une identité avec des victoires minimales. Tu regardes l'horloge après une longue journée, et presque sans y penser, tu sautes la dernière tâche que tu avais promis d'accomplir. Cela ne semble pas grand-chose. Une page de ce livre, 10 minutes d'exercice, répondre à un email en attente. Demain, te dis-tu, tu te rattraperas. Mais ce petit écart est la brique avec laquelle tu construis la version qui échoue. Voici le cœur du problème.
L'identité ne se construit pas avec de grands gestes, ni avec des discours, mais avec l'accumulation microscopique de ces victoires minimales ou de ces défaites invisibles. Chaque fois que tu choisis d'accomplir ne serait-ce qu'une seule action inconfortable, même sans témoin ni conséquences immédiates, tu changes la structure interne de ton caractère. Le muscle de la discipline ne se développe pas avec des intentions grandioses, mais avec la répétition presque mécanique de ces petits actes qui semblent ne rien modifier, mais qui en réalité transforment tout. L'erreur la plus fréquente est de sous-estimer le pouvoir du petit. L'esprit recherche toujours des résultats drastiques, des transformations spectaculaires, car l'ego a besoin de preuves évidentes pour croire que tu vaux plus qu'hier. Voici le truc psychologique. Lorsque la seule mesure valable est le progrès gigantesque, l'échec devient inévitable et la frustration s'installe. Mais si tu fais de gagner ne serait-ce qu'une bataille minuscule chaque jour une norme, tu commences à pirater le système. Le cerveau, par conception, répond à l'accumulation de réussites, pas seulement aux grands jalons. Si tu répètes des comportements corrects, même s'ils sont ridiculement modestes, tu renforces le circuit qui associe ton identité à l'accomplissement, pas à l'excuse. La constance est le résultat de l'accumulation de petites décisions alignées, pas de rafales héroïques. Il y a une mécanique simple derrière cela. En exécutant une victoire minimale, par exemple, en ne sautant pas le verre d'eau au réveil, en ne reportant pas cet email, en ne laissant pas le lit défait, tu apprends à ton esprit que tu es quelqu'un qui accomplit, pas quelqu'un qui négocie. L'effet est cumulatif et, avec le temps, irréversible. La confiance ne naît pas de promesses, mais de preuves quotidiennes, même triviales. Si aujourd'hui tu accomplis une seule chose inconfortable, demain il te sera plus facile d'en accomplir deux. Ainsi, l'identité se recalibre par répétition. Ta parole a du poids, même si personne ne l'entend. Fais-le petit, fais-le inconfortable, fais-le tous les jours. Ne sous-estime pas la valeur de la victoire minimale. C'est la base sur laquelle repose tout le progrès réel. Si ta journée se termine et qu'au moins une bataille a été gagnée contre la paresse, la dispersion ou le doute, la tendance a déjà changé. La nouvelle identité se construit à l'abri des regards, sur le terrain invisible de ce que presque personne n'est prêt à exécuter. La discipline naît dans le détail. Si tu es incapable de gagner dans le petit, tu ne gagneras jamais dans le grand. 8. Parle de toi avec force et clarté. Je vais être brutalement honnête. Pendant des années, chaque fois que je parlais de moi à voix haute, j'avais l'impression de signer ma propre condamnation. Je m'écoutais décrire mes plans, mes idées, mes prétendues forces, et je remarquais que ma voix devenait plus faible, plus tremblante, comme si j'essayais de me convaincre de quelque chose que je n'arrivais pas à croire. Dans ces conversations, je baissais presque toujours les yeux, touchais la table avec mes doigts, cherchais n'importe quelle excuse pour justifier mes échecs ou pour embellir ce que j'avais fait. Même lorsque personne ne me questionnait, j'étais déjà sur la défensive, inventant des récits doux pour éviter le poids de ma propre insatisfaction. C'est un geste presque invisible. Tu hausses les épaules, évites le contact direct, choisis des mots neutres pour que personne ne remarque la fracture entre ce que tu dis et ce que tu es. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu transformes ton discours interne et externe en un reflet exact de ton insécurité. Parler de soi sans force est une manière élégante de demander la permission d'échouer. La plupart des gens vivent ainsi, se décrivant en diminutif, utilisant des phrases qui leur enlèvent du poids. Plus ou moins, j'essaie, parfois ça marche, j'ai de la malchance. Ce sont des tics verbaux, mais aussi des béquilles mentales. Peu importe ce que tu exécutes si ta narration est faible. Ton identité se déforme chaque fois que tu te définis en utilisant des excuses, des ironies ou des minimisations. Les gestes le trahissent. Le regard fuyant, le ton éteint, le corps voûté. Le langage quotidien façonne le moule dans lequel tu te retrouves ensuite piégé. Si tu parles de toi comme quelqu'un de tiède, ton esprit l'enregistre comme une loi. Le langage n'est pas seulement une description, c'est une autoprogrammation. Et chaque fois que tu t'entends justifier tes limites ou tes erreurs,
Tu renforces une identité qui se contente de la médiocrité. Ce que tu répètes te construit ou te détruit. C'est aussi simple que cela. La solution n'est pas un optimisme bon marché, ni de répéter des phrases vides devant le miroir. Parler de toi avec force et clarté commence par éliminer tout remplissage, tout déguisement verbal. Parle peu, mais quand tu le fais, que ce soit avec des mots clairs, directs, sans embellissement ni diminution. Si quelqu'un te demande comment tu es, réponds ce que tu fais réellement, pas ce que tu rêves de faire, ni ce que tu crains de reconnaître. Ne dis pas « plus ou moins discipliné ». Tu es discipliné dans ce que tu accomplis, et c'est tout. N'utilise pas « parfois ça marche ». Soit tu réussis, soit tu ne réussis pas. Chaque fois que tu choisis des mots, fais-le comme s'ils étaient un investissement qui définit le plafond de ton identité. Parle comme si quelqu'un prenait des notes. Ton caractère dépend de ce que tu te permets de dire de toi-même. Si tu dois te décrire, fais-le debout, sans cacher tes mains, avec une voix ferme et le corps aligné. Ce n'est pas un acte théâtral, c'est un entraînement à la dignité intérieure. La clarté dans le langage est un filtre. Elle sépare la version qui échoue de celle qui se reconstruit. Chaque phrase que tu utilises pour te décrire doit avoir le poids d'une promesse tenue. Les mots faibles te lient au passé. Les mots forts ouvrent l'avenir. Personne ne respectera ton processus si tu le racontes comme s'il s'agissait d'un accident. N'aie pas peur de te voir directement, sans diminution ni embellissement. Ta narration est le premier levier de transformation. Parle de toi comme si tout dépendait de ces mots, parce que c'est le cas. 9. Accepte la douleur et la solitude du changement. Changer vraiment, c'est comme arracher une croûte sans anesthésie. Il n'y a pas de soulagement immédiat, juste une brûlure vive qui te rappelle tout ce que tu as perdu et ce que tu es prêt à perdre. Tu parles de transformation, mais tu es terrifié par l'amputation psychologique que le processus exige. Tu veux la gloire du résultat sans la blessure du chemin. C'est ainsi que fonctionne l'auto-trahison. Tu essaies de négocier avec la douleur. Tu la dilues dans des routines confortables. Tu cherches la culpabilité à l'extérieur. Et quand personne ne te comprend, tu l'appelles solitude injuste. Non, ce n'est pas injuste. C'est le prix exact de la rupture du contrat avec la médiocrité. Personne ne va t'accompagner dans le bloc opératoire de ton caractère, car la chirurgie est privée. La douleur n'est pas une anomalie, c'est le reçu qui t'arrive quand tu décides de ne plus être un parmi tant d'autres. Seuls ceux qui restent en arrière peuvent se permettre le réconfort du groupe. Celui qui avance doit affronter le froid de l'isolement. Crois-tu vraiment que tu peux construire une nouvelle identité sans traverser le vide, de ne appartenir à rien ni à personne pendant un certain temps? Cette fantaisie de transformation accompagnée est le poison de ceux qui ne changent jamais. L'inconfort permanent, la sensation de ne pas s'intégrer, le silence de ne pas avoir à qui expliquer ta discipline. Tout cela est le terreau fertile où pousse une version indestructible de toi-même. Il ne s'agit pas de chercher reconnaissance ni d'attendre compréhension. La solitude est le filtre qui sépare ceux qui avancent réellement de ceux qui ne font que fantasmer sur le fait d'avancer. La douleur physique et émotionnelle qui arrive lorsque tu coupes des relations, lorsque tu romps des habitudes, lorsque tu refuses de suivre le script social, est le seul indicateur fiable que tu es sur la bonne voie. Si ça ne fait pas mal, ce n'est pas réel. Si tu ne t'isoles pas, tu ne changes pas. Tu te maquilles juste pour que le monde t'applaudisse sans risquer de perdre quoi que ce soit. Le sacrifice fait mal parce qu'il est irréversible. Tu perds des gens, tu perds des routines, tu perds des validations bon marché. Mais tu gagnes quelque chose que personne ne peut te donner ni te retirer. La certitude brutale que tu as supporté le processus que les faibles évitent. Il est facile de se tromper en pensant que la douleur est un signe d'erreur. Ce n'est pas le cas. La douleur est l'alarme qui avertit que tu as quitté la zone morte où opérait ton ancien moi. La solitude est l'impôt que tu paies pour cesser d'être une copie. Tout le monde dit vouloir du changement jusqu'à ce qu'il découvre qu'il n'y aura pas de témoin, ni de récompense, ni d'applaudissements. L'inconfort est ton entraînement quotidien.
La douleur est ta nouvelle langue. La solitude est ton bouclier. Personne ne franchit ce seuil accompagné. Personne ne survit au processus intact. La douleur ne demande pas de permission. La solitude ne donne pas d'explication. Accepte-le. Soit tu acceptes le coup, soit tu recules pour toujours. Ce qui ne te tue pas te définit. 10. Rends ton engagement envers le nouveau toi irréversible. L'irréversible ne se négocie pas, tu le brûles ou tu le conserves, mais il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce type d'engagement qui sépare ceux qui changent pour toujours de ceux qui collectionnent les tentatives. Si l'ancien moi est toujours vivant quelque part, si tu laisses une porte entrebâillée pour revenir quand ça fait mal, tu vas tomber dans le même piège que d'habitude. L'engagement réel ne se ressent pas comme de l'enthousiasme, mais comme un renoncement froid. Tu regardes ce que tu étais, tu acceptes ce que tu ne seras plus jamais, et tu scelles la sortie. Il n'y a aucune garantie de soulagement immédiat. La seule chose certaine est l'inconfort permanent que le véritable changement apporte. À l'intérieur, ton esprit va chercher 1000 façons de te convaincre que tu exagères, que tu peux te permettre un retour partiel, que ce n'est pas nécessaire d'être si radical. Mais tu le sais déjà, chaque fissure, chaque exception est un sabotage différé. Quand tu comprends cela, l'engagement n'est plus une promesse, c'est une amputation psychologique délibérée. Rendre l'engagement envers le nouveau toi irréversible est un exercice d'honnêteté brute. Cela signifie reconnaître que, si tu laisses des raccourcis mentaux ou des rituels nostalgiques du vieux toi ouvert, tes progrès sont fictifs. L'esprit est expert pour conclure des trêves avec la faiblesse. Il te murmure que l'effort mérite une récompense, qu'après tant de sacrifices tu peux relâcher un peu, que ce n'est pas grave si tu recules juste pour aujourd'hui. Ce dialogue interne est le mécanisme le plus astucieux de l'auto-tromperie. C'est pourquoi la seule façon de protéger le processus est d'éliminer tout élément qui te connecte à l'ancien. Pas seulement des habitudes, mais aussi des environnements, des objets, même des mots qui te rappellent le personnage que tu veux enterrer. L'engagement irréversible se ressent comme une étrange solitude, une sorte de deuil pour ce que tu laisses derrière. Mais là, dans ce vide inconfortable, commence la véritable reprogrammation. N'attends pas que la confiance arrive avant l'acte. D'abord tu exécutes, ensuite tu crois. L'esprit refuse de lâcher ce qui est connu parce qu'il craint de rester sans ancrage, sans ancienne identité à laquelle se référer quand la fatigue se fait sentir. Mais il n'y a qu'une seule décision qui compte, brûler les ponts. Ce que tu ne détruis pas te détruit. C'est une loi interne. L'engagement définitif implique de fermer la voie de secours et de sceller le doute, même si ton corps proteste et que ton cerveau invente des excuses. Chaque jour où tu choisis de ne pas reculer, même si c'est inconfortable, tu renforces l'algorithme de la transformation. C'est un investissement émotionnel. Tu renonces au soulagement éphémère pour construire une certitude qui ne dépend ni de l'humeur ni de la nostalgie. La nouvelle identité n'accepte pas de compromis. Si tu doutes, tu perds. Si tu négocies, tu recules. L'irréversibilité est un entraînement invisible. Il s'agit de te rappeler chaque matin que le prix de revenir en arrière est de te perdre toi-même. Il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a pas de seconde chance pour la version qui laisse des portes ouvertes. Fais en sorte que ton engagement soit si définitif qu'il n'existe aucun retour, même pas en pensée. Ce n'est qu'ainsi que le nouveau toi cesse d'être une expérience et devient